Est-ce que vous vous êtes déjà demandé par quelles étapes un investisseur peut passer pour atteindre la liberté financière? Eh bien, je vais vous raconter l'histoire de Paul, 22 ans, encore étudiant et qui commence tout juste son parcours avec plusieurs crédits à la consommation en cours. Il ne le sait pas encore, mais d'ici quelques années, il pourra se payer le luxe de vivre de ses investissements. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, ce n'est pas une success story improbable, mais c'est juste l'histoire d'un homme normal qui a su faire les bons choix au bon moment la plupart du temps et surtout qui n'a jamais lâché. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sans doute que vous êtes déjà vous-même dans une démarche d'investissement, mais que parfois vous avez du mal à vous situer et c'est tout à fait normal. Investir, c'est pas juste faire partir de l'argent quelque part. Investir, en tout cas c'est comme ça que je le vois, mais c'est surtout passer par un chemin avec différentes étapes, des remises en question, des ajustements à faire et surtout beaucoup d'apprentissage en cours de route. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous partager une des trajectoires possibles. Alors je précise que c'est un cas fictif et totalement sorti de ma tête, mais en l'écrivant, je me suis dit que ça pourrait peut-être vous donner un élan de motivation pour tracer votre propre chemin à vous. Tout ce que je vais vous raconter ici repose sur mon expérience personnelle et sur mes lectures, et c'est important de rappeler que ça ne constitue en aucun cas du conseil financier, puisque je ne suis pas une professionnelle et qu'investir comporte des risques de perte en capital. Sans plus tarder, on commence tout de suite avec ce graphique qui schématise l'évolution du patrimoine financier de Paul dans le temps, avec les différentes phases qu'il va traverser. Comme vous le voyez, il en est là, tout en bas, et il est encore en plein dans ses études à l'université. Dans quelques années, il aura fini ses cours et donc il se demande déjà quel genre de vie il aura dans 20, 30 ou 40 ans. À ce stade, il a quand même réussi à mettre quelques milliers d'euros de côté grâce à ses jobs étudiants, mais comme il ne savait pas vraiment quoi faire de cet argent, il avait décidé de les mettre sur un livret A sous les conseils de ses parents. C'est là que Paul rentre dans ce que j'appelle la phase de réflexion, où il commence à se poser des questions sur l'argent et à s'informer. C'est généralement dans cette phase-là que le premier déclic se produit. Paul découvre des notions sur la bourse et l'immobilier comme la notion de risque, la diversification, la fiscalité, etc. Il engrange à ce stade beaucoup de connaissances et sans forcément réussir à les relier entre elles. Durant cette phase, vous le voyez, Paul n'avance pas beaucoup, en tout cas c'est l'impression qu'il a. Il a passé plusieurs mois à se former en lisant des livres comme L'homme le plus riche de Babylone ou Le millionnaire d'à côté, en regardant des vidéos YouTube et en prenant des notes sur tout ça. Il a compris ce qu'il devait faire, commencer à se créer une épargne de précaution solide pour ensuite pouvoir investir sereinement. Mais rien que ça va lui prendre du temps et il va mettre encore quelques mois avant de passer à l'action, de contacter sa banque et d'ouvrir enfin son livret d'épargne populaire. En procrastinant une chose de pourtant très simple et pour laquelle il était assez sûr de lui, il a perdu quelques mois d'intérêt. Quoi qu'on en dise, cette étape était nécessaire pour Paul qui comprend qu'il doit enfin passer à l'action et se faire confiance. Il a d'ailleurs lu une phrase un jour qui enclenchera définitivement son entrée dans la deuxième phase. S'il suffisait d'avoir des connaissances pour s'enrichir, alors tout le monde serait millionnaire. Et c'est parti pour la suite du parcours que j'aime appeler la phase d'accumulation, où réellement Paul va fournir les efforts nécessaires pour remplir son épargne. Il comprend enfin à ce stade la valeur de l'argent. À 23 ans, il décroche son premier emploi et s'installe dans un petit appartement en ville pour lequel il doit payer un loyer, des charges et sans parler de tous ses abonnements mensuels, de ses courses et de ses crédits. Le problème, c'est que chaque mois, il se retrouve presque à découvert et un jour, il décide de lister toutes ses dépenses, de faire son budget et de comprendre où était le problème. Il réalise qu'il aura vraiment du mal à épargner avec tous ses crédits à la consommation, un pour le canapé, un pour sa voiture et un pour ses études. Faut comprendre que les dettes sont bien souvent ce qui nous empêche de mettre de l'argent de côté et c'est elles qui nous donnent l'impression d'avoir si peu de contrôle sur notre vie financière. Paul a compris qu'il y avait en réalité deux cas de figure en ce qui concerne le crédit. Soit le taux d'intérêt de notre crédit est plus élevé que ce que nous rapporte notre épargne de précaution, soit au contraire, notre crédit ne nous coûte rien ou presque rien et notre épargne est mieux rémunérée. Et dans le cas de Paul, la majorité de ses crédits à la consommation lui coûtent plus que ce que son épargne lui rapporte. Alors non seulement il perd de l'argent chaque mois, mais en plus il ne peut pas compenser cette perte ailleurs. Et c'est pour ça que Paul décide de concentrer tous ses efforts dans le remboursement de ses crédits. Mais par contre, pour ce qui est de son prêt étudiant à taux zéro, la situation est différente. En réalité, il n'a pas vraiment intérêt à le rembourser plus vite. Au contraire, dans son cas, il vaudrait mieux l'étaler au maximum pour alléger les mensualités. En parallèle, je vous le disais tout à l'heure, Paul a beaucoup lu durant ses années étudiantes et il a retenu une chose très importante de ses lectures. Toujours se payer en premier, c'est-à-dire commencer par mettre de l'argent de côté. Paul a aussi appris une deuxième leçon de vie qui va le suivre tout au long de son parcours.
accepter de vivre en dessous de ses moyens. Car actuellement, on ne peut pas dire que son logement soit le plus optimisé. Un T3 pour lui tout seul à 35 minutes de son lieu de travail. Alors évidemment ici, j'entends bien qu'on n'a pas toujours le choix et que c'est plus ou moins facile de réduire l'impact de notre loyer sur nos dépenses. Mais pour Paul, c'est décidé. Il vendra sa voiture et optera pour un plus petit appartement et il acceptera de faire cet effort pendant quelques temps. Son objectif d'épargne était fixé, réussir à mettre de côté chaque mois environ 30% de son salaire minimum. Et pour son épargne de précaution, le LEP était clairement la meilleure option pour Paul. Il savait qu'il y serait éligible pendant encore 1 an, alors il décide de le remplir au maximum tant qu'il le peut encore. À ce moment-là, par prudence, il se demande s'il ne vaudrait pas mieux ouvrir plusieurs livrets d'un coup et tous les remplir avant de commencer à investir. Donc il pensait par exemple au livret A qu'il détenait déjà, au livret jeune ou encore au livret de développement durable et solidaire. Et je sais que c'est une logique que beaucoup d'entre nous ont. Mais si vous êtes dans cette démarche, je pense qu'il y a de fortes chances que vous surestimiez l'épargne dont vous avez réellement besoin pour vous sentir en sécurité. En réalité, on a rarement besoin de 30 000 € qui dorment sur un livret. On estime généralement qu'une épargne constituée de 3 à 6 mois de dépenses est largement suffisante. En fait, il faut surtout se rappeler l'objectif de cette épargne qui est là pour faire face à des imprévus, comme par exemple un lave-linge qui tombe en panne ou alors un problème sur notre voiture. Ce sont des événements qui peuvent surprendre, mais qui ne sont pas non plus censés tous arriver en même temps. Cette épargne, elle nous protège face à tout ça, mais c'est pas non plus elle qui va nous enrichir. Paul décide donc de s'en tenir à ses 6 mois de dépenses mensuelles, plus une petite marge, parce qu'il prévoit au bout d'un moment d'investir dans l'immobilier. La fin de cette phase d'accumulation, c'est lui et lui seul qui la déterminera. On rentre maintenant dans la phase que probablement vous attendiez le plus, la phase de capitalisation. C'est le moment où Paul va prendre le plus de risques pour atteindre ses objectifs, le début des investissements. À ce stade, Paul sait à peu près où il va. Et c'est là que je vous invite à regarder mes précédentes vidéos si jamais ce n'est pas déjà fait, parce que pour moi, on n'entre pas dans cette phase de capitalisation sans avoir un projet qui est clairement défini. Qu'est-ce que vous voulez faire avec cet argent et à quel moment est-ce que vous comptez vous en servir? Ça peut être pour construire une maison, pour partir souvent en voyage, pour aller s'installer dans un autre pays, ou comme Paul, pour atteindre une forme de liberté financière. Il a maintenant 25 ans et son épargne de précaution est constituée. Cette phase de capitalisation, j'aime bien l'imaginer comme une espèce de tirelire géante, une belle tirelire qu'on n'a surtout pas envie de casser et dans laquelle il va se passer plein de choses. Chaque mois, l'objectif c'est de la remplir autant qu'on le peut et conformément à nos objectifs. Parfois, de l'argent va se créer, parfois il va disparaître, mais quoi qu'il s'y passe, on accepte de laisser le temps faire les choses. Il faut se dire que cette tirelire, on la cassera à la toute fin quand on aura atteint nos objectifs. Le cœur de réussite de cette phase, selon moi, c'est vraiment la patience et la régularité. Autre leçon que Paul a comprise grâce à ses lectures, plus un placement est risqué et plus les rendements risquent de chuter en cas de crise. Et dans ces cas-là, il ne s'agit pas de paniquer parce que c'est quelque chose à quoi il faut s'attendre. Inversement, si on a très peur de perdre de l'argent et qu'on choisit d'investir dans des placements qui sont sécurisés avec une faible prise de risque de type fonds euro, il ne faut pas non plus s'étonner d'avoir des rendements plus faibles. On le rappelle, Paul investit sur le long terme. Donc pour sa stratégie, il décide d'opter pour des ETF capitalisants bien diversifiés géographiquement pour espérer de bons rendements potentiels tout en prenant un risque qu'il estime mesuré. En parallèle de ça, Paul va devoir s'acheter une voiture parce que pour son travail, il a besoin de faire des déplacements réguliers. Mais il optera pour une voiture d'occasion qu'il va payer cash en puisant dans son épargne. Une Clio un peu vieille mais en bon état. En fait, pour lui, c'est pas vraiment utile de dépenser plus d'argent pour un actif qui perd en valeur dès même la sortie du garage. Donc c'est pas grave, il perd un peu de son épargne, mais il sait qu'il va pouvoir se la reconstituer assez rapidement. Maintenant que Paul sait dans quoi il veut investir et qu'il a compris comment choisir ses ETF, il décide de chercher la meilleure enveloppe pour optimiser fiscalement ses investissements boursiers. Parce qu'on le sait, un très bon placement mais mal géré et avec beaucoup de frais peut vite devenir un placement médiocre. Son premier choix sera donc le PEA, plan d'épargne en action, qui présente un avantage non négligeable après 5 ans de détention. En réalité, il aurait pu s'arrêter là, c'est-à-dire mettre en place chaque mois des virements programmés vers 1 à 2 ETF qu'il aurait choisi. Pour la plupart d'entre nous d'ailleurs, cette stratégie pourrait être suffisante en fonction des objectifs qu'on a. Mais Paul le sait, il veut atteindre une forme de liberté financière, ça veut dire qu'il va devoir être un tout petit peu plus ambitieux. Plus il en découvre sur les investissements et plus il veut en apprendre. De ses lectures, il a également retenu que ses revenus définissaient sa capacité d'investissement. Donc évidemment, plus ses revenus sont faibles et plus il sera difficile d'investir. À 28 ans, avec 5 ans d'expérience professionnelle derrière lui,
Paul se forme pour décrocher un poste avec plus de responsabilités. Après plusieurs mois de recherche, il trouve finalement une opportunité intéressante avec un bien meilleur salaire, sans pour autant augmenter son train de vie. Et c'est aussi là que Paul décide d'ouvrir un plan d'épargne retraite pour réduire son imposition. Il se dit que ça pourra toujours lui servir pour sa retraite et qu'il pourrait éventuellement l'utiliser pour l'achat d'une résidence principale. En parallèle, pour diversifier ses investissements et ne pas se limiter à la bourse, il décide de s'intéresser à l'immobilier et en particulier l'immobilier locatif. Malgré toutes les craintes qu'on entend à ce sujet, Paul reste persuadé que l'immobilier est un excellent placement et convaincu que le marché actuel est très favorable. Il utilise donc, comme il l'avait prévu, une partie de son épargne pour constituer les apports de ses projets. Et là, il achète dans la foulée 3 appartements en 3 ans. On est d'accord, c'est ambitieux et on verra plus tard, mais il n'a pas fait que prendre de bonnes décisions à ce niveau-là. Il s'est rapidement pris au jeu de l'immobilier et c'était devenu en quelque sorte sa passion quand il rentrait le soir après le boulot. Il consacrait toute son énergie à se former et à organiser les rénovations de ses appartements. À 31 ans maintenant, il continue d'investir chaque mois et de plus en plus. Bien sûr, parfois, il ressent des baisses de morale ou des coups de mou et il fait face à certaines difficultés, que ce soit dans son travail ou dans sa famille, avec parfois des conflits à gérer. Alors certains mois, il va dépenser plus que d'autres, que ce soit pour se faire plaisir à lui-même ou pour faire plaisir aux autres. Certains mois, il paye des restaurants à ses grands-parents ou des cadeaux de valeur à ses frères et sœurs. Bref, la vie, ce n'est pas que des investissements financiers. Alors oui, Paul aurait pu devenir millionnaire à 31 ans. Il aurait pu monter une entreprise, puis une deuxième dans le e-commerce, puis s'expatrier à Bali pour rencontrer des entrepreneurs de renom et réduire ses taxes. Mais c'était pas ça la vie que Paul avait décidé de mener. Au fond de lui, il n'envisageait pas du tout de partir s'expatrier à l'autre bout du monde. Il n'était pas très entrepreneur non plus. Il aimait son travail bien sûr, il aimait aussi son statut de salarié et sans être feignant pour autant. En fait, Paul avait besoin de cette séparation claire entre sa vie personnelle et professionnelle. Il aimait la stabilité et la simplicité. Parce qu'on est tous différents et que c'était son choix, il avait décidé de l'assumer pleinement. Il la voulait vraiment, cette forme de liberté financière, et il allait tout faire pour l'atteindre, mais à son rythme et selon ses besoins. Quand il a réalisé tout ça, il s'est senti vraiment libéré d'un poids et il a finalement rencontré l'amour de sa vie en s'ouvrant un peu plus aux autres. Ensemble, ils décident assez rapidement de fonder une famille et de se lancer dans un processus d'adoption d'enfants. Certes, leur dépense commune, elle est augmentée avec l'arrivée d'un enfant. Et forcément, Paul aura moins de temps à consacrer à ses investissements pendant quelques années. Mais toutes ces années d'expérience au travail et sa nouvelle source de motivation familiale lui donneront quand même l'envie de se surpasser et il réussira malgré tout à augmenter ses revenus progressivement. Et toutes les variations que vous voyez là sur la courbe, eh bien c'est lié au fait que Paul est exposé au marché. Les investissements de Paul dépendent bien entendu de la situation géopolitique et économique du moment. Donc parfois, il perdra de l'argent. Et plus son capital augmente, plus ses pertes sont importantes. Mais Paul sait aussi que le marché présente globalement sur la durée une tendance haussière et que même si parfois c'est dur de ne pas paniquer, il choisit de ne pas se retirer. La vie de Paul continue et le couple déménage alors dans un logement légèrement plus grand qu'il achète à crédit. Ils achètent avec un peu plus d'apport que ce qu'ils auraient mis si c'était pour un investissement locatif. Parce que oui, ils se projettent durablement dans cette maison. Tout ça, évidemment, ça fait réfléchir Paul sur la transmission de son patrimoine et il se dit que ce serait intéressant d'ouvrir une assurance vie pour prendre date. Il décide de nommer sa fille en principale bénéficiaire du contrat. À 33 ans, Paul arrive dans une phase de sa vie plutôt épanouie où il peut se permettre de partir en vacances et de passer du temps avec sa famille. Quelques galères sur ses biens immobiliers le forcent certains mois à faire plus de sacrifices que d'autres, mais Paul se souvient d'une autre de ses leçons, l'immobilier s'apprécie sur le long terme. Alors il ne se décourage pas malgré les fuites d'eau, les problèmes de voisinage ou les locataires problématiques, il veille depuis peu à prendre le temps de choisir lui-même ses locataires et privilégie ceux avec lesquels une vraie relation de confiance s'installe, même si ce n'est pas forcément ceux qui ont les meilleures fiches de paye. À 35 ans, Paul continue ses investissements et décide cette fois-ci d'ouvrir un compte titre ordinaire. Il a envie de prendre un petit peu plus de risques. Mais c'est là qu'il apprendra à ses dépens qu'augmenter le risque ne signifie pas forcément gagner plus d'argent. À ce moment-là de la courbe, vous vous demandez peut-être ce qui s'est passé. Eh bien, Paul a décidé d'acheter des actions d'une entreprise qu'il ne connaissait pas, mais pour laquelle un ami lui avait suggéré d'investir. Tu verras, dans quelques années, ça va faire plus 300%. Fais-moi confiance, ça a déjà très bien marché avec une marque similaire dans le passé. Mais dans chaque échec, il y a un apprentissage. Paul continuera d'investir sur son compte titre, mais optera plutôt pour des ETF originaux, non disponibles sur PEA et des actions d'entreprise un petit peu plus établies sur lesquelles il aura fait ses recherches au préalable. Vous l'aurez compris, avec cet échec, il aura perdu un petit peu de temps et d'argent, mais il réussira à rattraper son retard grâce à ses nouveaux placements par la suite, même s'il se rendra compte que c'est pas aussi simple que ça de battre le marché.
Paul se rappelle aussi que sur son compte titre, il n'y a aucun avantage fiscal, donc il ne perd pas de vue son objectif principal qui est d'alimenter son PEA. Et il sait très bien qu'il lui faudra encore capitaliser quelques années avant de pouvoir vivre vraiment de ses investissements. C'est à ce moment-là qu'il décide de s'intéresser à la crypto-monnaie et qu'il se forme sur le sujet pour y placer une petite partie de son épargne. Il décide quand même de s'en tenir à ce qu'il maîtrise et de ne pas envoyer son argent dans des crypto-monnaies exotiques. Car Paul se souvient très bien d'une citation célèbre issue de ses lectures « N'achète que ce que tu comprends ». Par chance, ce placement lui générera de belles plus-values, mais aussi pas mal de frayeurs, et c'est pour ça qu'il va décider assez rapidement d'investir de plus petits montants. En fait, il avait atteint le niveau de risque maximal qu'il était prêt à prendre, et c'est plutôt une bonne chose de l'avoir trouvé. Pendant toutes ces années, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Paul n'a jamais retiré son argent de ses investissements. Les mois où il a fallu faire des sacrifices, il a puisé dans son épargne, qu'il a ensuite réalimenté les mois suivants. Donc forcément, il prenait un petit peu de retard sur ses investissements, mais il n'a jamais dérogé à la règle de la tirelire, il n'a pas retiré son argent. Et le truc très puissant ici, c'est que tant qu'il ne retire pas, ses gains continuent de générer eux-mêmes des gains. C'est un levier extrêmement intéressant que Paul a tout de suite compris, c'est quelque part la 8e merveille du monde. Toujours dans cette même phase, Paul a retrouvé plusieurs camarades du même âge avec qui il avait grandi et qui ont une vision très différente de la sienne. Sans parler de ceux qui sont partis vivre de leur business à Dubaï, pour les autres, il ne faudrait investir que dans des actions à fort dividende ou dans des SCPI pour peu à peu se générer un revenu passif jusqu'à potentiellement un jour ne plus devoir travailler. Cette philosophie est plutôt séduisante sur le papier, avec des dividendes et des loyers qui viennent peu à peu remplacer le salaire. Mais pour Paul, ce n'est pas stratégiquement la plus efficace pour faire grossir son patrimoine, parce qu'on ne profite pas de la puissance des intérêts composés. Et il ne faut pas l'oublier non plus, mais chaque loyer et chaque dividende perçu implique une fiscalité et des impôts à payer qu'il vaudrait mieux, si possible, s'éviter dans l'immédiat. D'ailleurs, les appartements de Paul ne lui rapportent pas grand-chose, il paye les charges et les impôts et c'est déjà très bien. On est d'accord, on ne peut pas parler ici de complément de revenus, mais ça pose pas vraiment de problème à Paul qui a vraiment une vision long terme sur l'immobilier. Alors il continue tout simplement de capitaliser. À l'aube de ses 40 ans, il entre dans cette phase où ses efforts portent enfin leurs fruits. Il a fait preuve de patience, de rigueur et de constance autant que possible, que ce soit dans son travail ou dans ses investissements, malgré les échecs, les coups durs et les doutes. Il a su saisir de belles opportunités professionnelles et il a continué d'investir dans des choses simples qu'il comprenait, donc il a gardé le cap sur ses premiers investissements, il a rempli son PEA, bien abondé son assurance vie, osé de nouveaux achats sur son compte titre et a continué doucement ses investissements immobiliers avec d'autres projets en société, notamment avec sa famille. Parfois, ça pouvait arriver qu'il se trompait de plateforme, qu'il ne choisissait pas le bon courtier ni la bonne banque. Il ne savait pas non plus toujours bien négocier ses contrats et réviser ses taux d'intérêt, mais malgré tout, il y est arrivé. Il sait qu'il pourra bientôt s'arrêter de travailler à temps plein en tenant compte de la règle des 4%. Cette règle consiste à ne consommer que 4% de son capital par an, tout en laissant le reste continuer de fructifier. Il savait qu'avec 4% de son capital ou moins, plus quelques revenus complémentaires par-ci par-là qu'il pouvait générer par passion, il pouvait vivre confortablement comme il l'avait toujours fait et pour le restant de ses jours. Ses premiers crédits immobiliers touchent à leur fin et les loyers deviennent de véritables revenus complémentaires pour Paul. Ah oui, et il y avait quand même cet appartement dont j'ai oublié de vous parler, mais que Paul a finalement décidé de revendre au bout de 8 ans. Trop de soucis, trop de frais, un mauvais calcul de rendement, mais ça fait partie du jeu. Grâce à l'argent de cette vente et à un petit peu d'apport personnel, Paul a réussi à rebondir et a décidé d'investir dans un garage et dans une laverie automatique. Deux placements un peu plus originaux et peut-être un petit peu plus risqués, mais qui se sont avérés finalement bien plus rentables pour Paul. Comme quoi, même dans les erreurs, on peut trouver de bonnes surprises. Il faut comprendre surtout une chose, c'est que le couple n'a jamais vraiment augmenté son train de vie. Deux personnes qui vivent très simplement, partagent de bons moments, prennent soin de leur famille, paient les études de leur fille et s'offrent parfois quelques plaisirs. En réalité, Paul n'a jamais eu besoin d'une somme astronomique pour être heureux. Il estime qu'il a suffisamment capitalisé et que ses objectifs financiers sont atteints. À 47 ans, il quitte son CDI et il choisit de travailler à temps partiel en freelance parce que c'est quelque chose qu'il aime faire et surtout de passer beaucoup de temps avec sa fille qui grandit de jour en jour. Maintenant, il n'a plus vraiment d'objectifs financiers mais seulement des objectifs personnels. Par prudence, le couple décide de transmettre la nue propriété de leur résidence principale à leur fille tout en conservant l'usufruit, c'est-à-dire le droit d'y habiter. Car ils ont très vite compris que plus ils s'y prendraient tôt pour la donation et moins ils auraient d'impôts à payer.
Et c'est ici que le chemin financier de Paul s'arrête après 25 ans d'investissement. Alors j'imagine que ça paraît surréaliste pour certains, mais je pense très sincèrement que c'est une trajectoire qui est possible. J'ai essayé de nuancer plein d'aspects de son parcours parce que c'est vraiment comme ça que moi je vois les choses. Je pense vraiment qu'aucun chemin n'est linéaire. Je pense pas non plus que ce soit si facile que ça d'atteindre la liberté financière et c'est pour ça que j'ai insisté sur cette notion de durée, même si certains y arrivent bien plus tôt et tant mieux pour eux. Évidemment, chacun son parcours et chaque récit de vie est différent et pour certains, je sais très bien à quel point c'est difficile de s'en sortir et d'espérer avoir ce genre de rêve. Je sais pas du tout ce que vous penserez de cette vidéo, donc n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. J'espère que, en tout cas, ce récit de vie vous aura plu, qu'il vous aura apporté du positif et surtout de la motivation pour vous réussir à tracer votre propre chemin. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir mon travail, de liker et de me laisser un petit commentaire. En tout cas, je vous lirai avec grand plaisir. Et pour terminer, ça c'était le récit de vie de Paul, mais le mien est complètement différent. Je vous invite à regarder cette vidéo et vous verrez que je prends pas du tout la même trajectoire, mais c'est aussi ça justement qui est enrichissant. Merci d'être resté jusqu'au bout et moi je vous dis à très bientôt.